Savez-vous que parfois, faire moins peut en fait signifier faire mieux? Surtout quand il s'agit de notre santé, une fois que nous avons passé le cap des 70 ans. C'est une question qui peut surprendre, n'est-ce pas? Nous avons été habitués toute notre vie à suivre les recommandations, à passer des examens régulièrement, à la moindre alerte, pour notre bien. Mais la réalité est un peu plus nuancée et, parfois, même douloureuse. Pour beaucoup d'entre nous, chaque invitation à un dépistage, chaque nouvelle analyse sanguine peut être source d'une anxiété immense, d'une attente interminable pour les résultats et parfois même de procédures invasives qui, au final, s'avèrent inutiles, voire plus risquées que la condition qu'elles étaient censées détecter. Le grand secret, mes chers amis, c'est que la médecine évolue, et la sagesse aussi. Ce qui est bon et nécessaire à 40 ou 50 ans ne l'est pas forcément de la même manière à 70 ou 80 ans. L'objectif change. C'est plus toujours la détection la plus précoce à tout prix, mais plutôt le maintien de notre qualité de vie, de notre autonomie et de notre confort. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 examens médicaux courants qui, après 70 ans, pourraient bien vous faire plus de mal que de bien. Nous parlerons de la raison pour laquelle cette approche est plus sage, et comment vous pouvez en discuter avec votre médecin pour prendre les meilleures décisions pour votre corps et votre esprit. Restez jusqu'à la fin pour une révélation qui pourrait bien vous surprendre et changer votre approche de la santé. Commençons sans plus tarder avec la première de ces analyses qui, pour beaucoup d'hommes de plus de 70 ans, mérite une attention toute particulière avant d'être systématiquement réalisée. Il s'agit du dépistage systématique du cancer de la prostate, plus précisément par le test PSA. Pendant des décennies, ce test sanguin a été promu comme un outil essentiel pour la détection précoce du cancer de la prostate, et pour les hommes plus jeunes, avec une espérance de vie significative, il a sans doute sauvé des vies en identifiant des cancers agressifs à temps. Cependant, à mesure que l'on avance en âge, le tableau change. Le cancer de la prostate est un cancer très courant chez les hommes âgés. En fait, si vous faites une autopsie sur des hommes de 80 ans décédés de causes non liées au cancer, une grande majorité d'entre eux auront des cellules cancéreuses de la prostate sans jamais en avoir eu les symptômes, ni que cela ait affecté leur vie. Pourquoi est-ce important ? Parce que la plupart des cancers de la prostate détectés chez les hommes âgés sont des cancers indolents, c'est-à-dire qu'ils évoluent très lentement, si lentement qui ne provoqueront jamais de symptômes, ni n'affecteront l'espérance de vie de la personne. Le problème survient lorsque ces cancers, qui n'auraient jamais posé de problème, sont détectés. Cela conduit souvent à ce que l'on appelle le surdiagnostic, et par conséquent au surtraitement. Imaginez un homme de 75 ans, actif, profitant de sa retraite, sans aucun symptôme urinaire, chez qui un test PSA systématique révèle une valeur légèrement élevée. Cela déclenche une cascade d'examens, des biopsies douloureuses et potentiellement risquées, puis, si un cancer est détecté, des discussions autour de traitements qui peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie ou l'hormonothérapie. Ces traitements, bien qu'efficaces contre le cancer, comportent des effets secondaires importants et souvent permanents comme l'incontinence urinaire ou la dysfonction érectile. Ces effets peuvent gravement altérer la qualité de vie d'une personne, lui faire perdre sa dignité et son autonomie, parfois pour un cancer qui, sans intervention, n'aurait jamais nui. Le conseil ici n'est pas d'ignorer tout signal d'alarme. Si vous avez des symptômes urinaires, des douleurs ou un historique familial lourd, une discussion avec votre médecin est primordiale. Mais pour un dépistage systématique sans symptômes apparents après 70 ans, il est crucial d'avoir une discussion approfondie avec votre médecin traitant sur les risques et les bénéfices potentiels. Demandez-vous, est-ce que ce test va réellement améliorer ma qualité de vie ou mon espérance de vie, ou risque-t-il plutôt de me plonger dans un cycle d'anxiété et de traitement lourd pour une condition qui aurait pu rester silencieuse ? La surveillance active, où l'on surveille l'évolution du PSA et des symptômes sans intervenir immédiatement, est souvent une option plus appropriée pour beaucoup d'hommes âgés. L'objectif est de privilégier la qualité de vie. Passons maintenant à la deuxième de ces analyses, qui concerne spécifiquement les femmes et qui est aussi très courante, la mammographie de dépistage systématique, en particulier après 75 ans.
La mammographie est sans aucun doute un outil salvateur pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes d'un certain âge, notamment entre 50 et 74 ans, mais comme pour le PSA, le bénéfice de ce dépistage systématique change avec l'âge et la situation individuelle. Après 75 ans, et surtout si vous n'avez pas de facteurs de risque particuliers, comme des antécédents familiaux très lourds ou des prédispositions génétiques, le risque de surdiagnostic et de surtraitement commence à peser plus lourd dans la balance. Les cancers du sein détectés chez les femmes très âgées ont tendance à être moins agressifs et à évoluer plus lentement. Un dépistage systématique peut mener à la découverte de petites anomalies qui, là encore, n'auraient jamais évolué en un cancer cliniquement significatif de votre vivant. Pourtant, la détection de ces anomalies peut entraîner des biopsies douloureuses, des inquiétudes considérables et potentiellement des traitements comme la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie qui sont épuisants et ont des effets secondaires importants pour un corps vieillissant. Pensez à l'impact d'une telle annonce et d'un tel parcours de soins sur une femme de 80 ans par exemple. Le stress, la fatigue des traitements, la récupération, est-ce que cela améliore vraiment sa qualité de vie restante ? Il est essentiel de peser cela. La recherche montre que les bénéfices des mammographies de dépistage diminuent après 75 ans pour la population générale, tandis que les risques de faux positifs et de surdiagnostic augmentent. Plutôt que de subir une mammographie systématique, une approche plus personnalisée et axée sur les symptômes est souvent plus pertinente. Une femme de cet âge devrait continuer à pratiquer l'auto-examen régulier de ses seins et surtout ne pas hésiter à consulter son médecin pour tout changement ou toute nouvelle masse palpable. Un examen clinique des seins par votre médecin reste un outil précieux. La décision de continuer ou d'arrêter les mammographies de dépistage devrait toujours être une discussion partagée avec votre médecin en tenant compte de votre état de santé général, de vos antécédents personnels, de votre espérance de vie estimée et de vos propres préférences. Le but n'est pas de vous faire ignorer votre santé, mais de vous encourager à une approche plus mesurée et plus alignée avec vos priorités de vie à cet âge. Maintenant que nous avons éclairci ces 2 points importants concernant les dépistages du cancer de la prostate et du sein, parlons d'une pratique qui touche beaucoup à notre système digestif et qui elle aussi mérite d'être réévaluée après un certain âge avancé. Je veux parler des coloscopies régulières sans antécédents notables après 75 ou 80 ans. La coloscopie est un examen formidable, sans aucun doute, pour dépister et prévenir le cancer colorectal. Elle permet de visualiser l'intérieur du côlon et du rectum et de retirer les polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Mais, comme pour les dépistages précédents, le scénario change une fois que nous avons atteint un âge plus avancé, surtout si nous n'avons pas d'antécédents de polypes ou de cancer colorectal, ni de facteurs de risque particuliers. La préparation à une coloscopie est en soi une épreuve. Elle implique de suivre un régime alimentaire strict pendant plusieurs jours et de boire des litres de solutions laxatives pour vider complètement les intestins. Pour une personne âgée, cela peut entraîner une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques, une fatigue intense, des nausées et même des chutes dues à la faiblesse ou à la confusion, sans compter l'inconfort général. De plus, la procédure elle-même n'est pas sans risque. Bien que rares, des complications graves comme la perforation de l'intestin ou des réactions indésirables à la sédation peuvent survenir, et ces risques augmentent avec l'âge et la fragilité de la personne. Le bénéfice du dépistage par coloscopie diminue également avec l'âge. À un âge très avancé, les polypes détectés sont souvent à croissance lente, et le risque de décéder d'une autre cause avant que ce polype ne se transforme en un cancer cliniquement significatif est plus élevé. Une personne de 80 ans, avec un bon état de santé général et des coloscopies précédentes normales, n'a peut-être plus besoin de subir cet examen tous les 5 ou 10 ans. La décision de continuer ou d'arrêter les coloscopies régulières doit être prise en consultation avec votre médecin en tenant compte de votre état de santé global, de vos antécédents médicaux personnels et familiaux et de votre espérance de vie. Si vous avez des symptômes digestifs nouveaux ou préoccupants,
comme des saignements rectaux, des changements inexpliqués dans vos habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée, une coloscopie peut être tout à fait appropriée et nécessaire. Mais pour le dépistage systématique sans symptômes, d'autres options peuvent être envisagées comme des tests de dépistage des selles qui recherchent du sang occulte, moins invasifs et plus doux pour le corps. L'essentiel est de ne pas s'imposer des contraintes et des risques inutiles lorsque les bénéfices potentiels sont minimes. Poursuivons notre exploration avec la 4e analyse qui est souvent pratiquée, parfois de manière trop systématique, alors qu'elle pourrait être moins utile après 70 ans si certains critères ne sont pas remplis. Il s'agit du dépistage systématique de l'ostéoporose par densitométrie osseuse, en l'absence de facteurs de risque majeurs. L'ostéoporose, cette fragilisation des os qui augmente le risque de fracture, est une préoccupation légitime en vieillissant. La densitométrie osseuse, ou DMO, est l'examen de référence pour mesurer la densité minérale osseuse. Pour beaucoup de femmes à la ménopause et au-delà, ainsi que certains hommes, cet examen est crucial pour détecter l'ostéoporose et initier un traitement préventif. Cependant, une fois passé 70 ans, si vous n'avez jamais eu de fracture, si vous n'avez pas de facteur de risque majeur identifié, comme une ménopause très précoce, des traitements prolongés avec des corticoïdes, un très faible poids, ou des maladies chroniques spécifiques affectant les os, la pertinence d'un dépistage systématique peut être remise en question. Pourquoi ? Parce qu'une certaine perte de densité osseuse est une partie normale du vieillissement. Prescrire des médicaments pour l'ostéoporose uniquement sur la base d'une DMO légèrement basse, sans antécédent de fracture ou de risque élevé, peut exposer à des effets secondaires parfois désagréables ou graves, comme des problèmes digestifs, des douleurs musculaires, ou plus rarement des fractures atypiques ou des problèmes de mâchoire. Pensez à une personne âgée qui se voit prescrire un traitement pour une ostéoporose modérée sans jamais avoir eu le moindre symptôme. Le médicament peut lui causer des nausées ou des douleurs, affectant sa qualité de vie quotidienne sans pour autant prévenir une fracture qui n'aurait peut-être jamais eu lieu. L'accent devrait plutôt être mis sur la prévention des chutes, qui sont la principale cause de fractures chez les personnes âgées, et sur un mode de vie sain. Cela inclut une alimentation riche en calcium et en vitamine D, des exercices réguliers de renforcement musculaire et d'équilibre, et l'élimination des obstacles dans l'environnement domestique. Le dépistage par DMO reste pertinent si vous avez déjà eu une fracture de fragilité, une fracture survenue après une chute de votre hauteur ou moins, si vous prenez des médicaments connus pour affaiblir les os, ou si vous avez des antécédents familiaux très marqués. Mais pour un dépistage de routine sans aucun de ces drapeaux rouges, une discussion avec votre médecin est essentielle pour évaluer si l'examen et un potentiel traitement sont réellement nécessaires et bénéfiques pour vous. L'objectif est de ne pas médicaliser excessivement le processus naturel de vieillissement des os, mais de cibler l'intervention là où le risque est réel et où le bénéfice est clair. Enfin, le 5e point sur notre liste est un peu différent des précédents car il ne s'agit pas d'un test unique, mais plutôt d'une approche générale qui peut devenir problématique avec l'âge. Je parle du contrôle trop agressif du cholestérol ou de la tension artérielle après 70 ans. Il est indiscutable que le maintien d'un bon cholestérol et d'une tension artérielle équilibrée est crucial pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les AVC, les maladies rénales. Pendant la majeure partie de notre vie adulte, des objectifs stricts pour ces paramètres sont très bénéfiques. Cependant, à mesure que l'on avance en âge, particulièrement après 70 ou 75 ans, ces objectifs peuvent et devraient être réévalués. Une pression artérielle trop basse ou un cholestérol trop réduit, obtenus par une médication intensive, peuvent en fait faire plus de mal que de bien. Des médicaments antihypertenseurs ou hypocholestérolimiants, pris en forte dose ou en combinaison multiple pour atteindre des cibles très agressives, peuvent entraîner des effets secondaires significatifs. Pensez aux étourdissements, au malaise, à la fatigue excessive, aux troubles de la mémoire, aux douleurs musculaires ou même aux problèmes rénaux. Pour une personne âgée, un étourdissement peut rapidement se transformer en une chute, avec des conséquences potentiellement dévastatrices, comme une fracture de la hanche. La vie peut être très compliquée pour une personne dont la tension artérielle est si basse qu'elle se sent constamment faible ou dont les muscles sont douloureux à cause d'une statine.
L'objectif principal de la prise en charge de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie chez les personnes âgées devrait évoluer vers le maintien du confort, de l'autonomie et de la prévention des symptômes, plutôt que la simple atteinte de chiffres parfaits. Il est tout à fait raisonnable, voire recommandé, d'avoir des objectifs de tension artérielle et de cholestérol légèrement plus élevés pour les personnes très âgées. Le bénéfice de prévenir un événement cardiovasculaire dans 10 ou 15 ans diminue significativement si l'espérance de vie est plus courte, tandis que l'impact des effets secondaires médicamenteux sur la qualité de vie immédiate devient prépondérant. La discussion avec votre médecin est cruciale ici. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Est-ce que vos médicaments vous font sentir mieux ou vous causent-ils des problèmes ? Est-ce que les chiffres sont les plus importants ou est-ce votre bien-être général ? Ne craignez pas de demander à votre médecin si un ajustement de vos médicaments ou même une réévaluation de vos objectifs de tension et de cholestérol serait bénéfique. La médecine gériatrique met de plus en plus l'accent sur la déprescription, c'est-à-dire la réduction ou l'arrêt de médicaments potentiellement inappropriés ou trop agressifs pour les personnes âgées, afin d'améliorer leur qualité de vie. N'oubliez pas que votre corps, vos besoins et vos priorités changent avec l'âge. Vos traitements devraient s'adapter en conséquence. Alors, que retenir de tout cela, chers amis ? Nous avons vu ensemble que la sagesse en matière de santé après 70 ans, c'est aussi savoir quand dire non, ou du moins quand poser des questions éclairées. Nous avons parlé du dépistage systématique du cancer de la prostate par le PSA, qui peut mener à des surdiagnostics et des surtraitements aux conséquences lourdes sur la qualité de vie des hommes âgés. Nous avons abordé la mammographie systématique après 75 ans, où les bénéfices diminuent et les risques de faux positifs et d'anxiété augmentent, invitant à une approche plus personnalisée. Les coloscopies régulières sans antécédents notables après 75 ou 80 ans ont également été mises en lumière, soulignant les désagréments de la préparation et les risques de la procédure face à un bénéfice parfois limité. Le dépistage systématique de l'ostéoporose par densitométrie osseuse en l'absence de facteurs de risque majeurs nous a rappelé que le vieillissement osseux est naturel et que des traitements peuvent être inutiles s'ils ne sont pas réellement justifiés, sans compter les effets secondaires. Et enfin, nous avons discuté du contrôle progressif du cholestérol ou de la tension artérielle, qui peut entraîner des effets indésirables comme les étourdissements et les chutes, compromettant plus le bien-être que la maladie elle-même. C'est pas une incitation à ignorer votre santé, bien au contraire. C'est une invitation à une conversation plus éclairée avec votre médecin, à devenir un acteur informé de votre propre parcours de santé. Votre médecin est votre allié, mais vous êtes l'expert de votre propre corps et de vos propres priorités. N'ayez pas peur de poser des questions, de discuter des risques et des bénéfices, et d'exprimer ce qui est le plus important pour vous en ce moment de votre vie. C'est ce que l'on appelle la prise de décision partagée, une approche où vous et votre professionnel de santé travaillez ensemble pour déterminer le meilleur plan de soins en tenant compte de toutes les facettes de votre vie. À cet âge, la qualité de vie, l'autonomie et le confort sont des objectifs de santé aussi importants, sinon plus que la simple prolongation de l'espérance de vie à tout prix. Rappelez-vous, de petits changements dans votre approche et une communication ouverte peuvent faire une énorme différence pour votre bien-être général, votre paix d'esprit et votre bonheur au quotidien. La santé à tout âge est un chemin, pas une course, et ce chemin doit être parcouru avec sagesse et sérénité. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions sur ce sujet. Avez-vous déjà ressenti cette pression pour faire certains tests que vous trouviez inutiles ou inconfortables ? Ou au contraire, avez-vous eu une discussion fructueuse avec votre médecin à ce sujet qui a changé votre perspective ? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes de notre belle communauté. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a fait réfléchir à une approche plus douce et plus personnalisée de votre santé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément à diffuser ce message important à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à une vie épanouie, saine et pleine de sens après 60 ans. Nous avons tant d'autres sujets à explorer ensemble pour vous aider à vivre votre meilleure vie chaque jour. N'oubliez jamais que votre santé est votre bien le plus précieux et qu'à partir d'un certain âge, la qualité de vie prime souvent sur la quantité ou la perfection des chiffres.
Écoutez votre corps, écoutez votre intuition et surtout, parlez-en ouvertement avec votre professionnel de santé. Prenez soin de vous, chers amis, et vivez pleinement, avec sagesse et sérénité chaque jour que la vie vous offre. La vie est un cadeau à savourer, pas à subir, surtout pas à cause de tests inutiles. À très bientôt.